Donc on va passer la parole à Sylvie Pariel qui travaille aussi à l'hôpital Charles-Foix à Ivry-sur-Seine. Elle est chef du service du département de gériatrie ambulatoire et dans son service, elle assure la coordination des programmes d'éducation thérapeutique à Charles-Foix. On en a sur la maladie d'Alzheimer, sur les médicaments anticoagulants, sur l'arrêt des benzodiazépines, sur l'insuffisance cardiaque du sujet âgé. Et je sais qu'elle travaille donc sur un nouveau programme d'éducation thérapeutique pour les malades âgés qui font des chutes et je pense qu'elle va nous en parler. Merci. Merci. Donc, je suis très contente de passer à toutes les interventions. Vous avez vu que c'était très complexe, très fréquent d'avoir des patients âgés chuteurs. Adeline Goronec nous a dit que c'était une hospitalisation sur 3 qui était liée aux chutes. Dans certaines publications, c'est même une hospitalisation sur 2. Carmelo nous a montré tous les médicaments, la iatrogénie, et puis Elena nous a parlé de tout ce qu'on pouvait faire au niveau de la prévention, de cette prise en charge, etc. Mais justement, on a affaire à un patient qui est âgé, qui est donc polypathologique, qui est en perte d'autonomie souvent et qui a parfois aussi des petits déficits et une altération au niveau de certaines de ses fonctions, en particulier les fonctions supérieures. Donc comment on peut adapter cette prise en charge, comment on peut faire comprendre à ces patients, parce que les chutes, c'est pas une maladie chronique, mais c'est un syndrome gériatrique, comme on va revoir, et comment on peut faire comprendre à ces gens comment se prendre en charge. Elena nous a parlé d'auto-prise en charge, autorégulation, auto-rééducation au domicile. Et justement, voilà comment faire pour que ces patients puissent comprendre et puissent justement s'adapter pour faire cette prise en charge la meilleure possible pour ne pas se faire réhospitaliser et éviter les chutes. Donc, je reprends juste les chutes, donc 60% de plus de 80 ans qui font une chute par an, mais il y a des chutes répétées pour la moitié d'entre eux avec une prévalence de 10%. Je ne vais pas revenir puisque ça a déjà été présenté. Par contre, la peur de chuter, c'est en fonction des études, c'était publié dans le JACS déjà en 2005 dans une analyse de groupe. Donc, chez les non-chuteurs, il y a quand même une prévalence de la peur de chuter de 12 à 65%. Selon les études, c'est quand même énorme. Donc, il faut penser aussi à ces patients en prévention de chute. Et chez les chuteurs, ça va de 29 à 92%. Le contexte de la prise en charge de ces patients est de pouvoir leur proposer des programmes d'éducation thérapeutique. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de santé. Il y a une littérature qui est très modeste, vous allez voir, parce que Elena vous l'a dit, c'est surtout multicomposant. La prise en charge des patients âgés chuteurs. Il y a peu d'études finalement sur l'éducation thérapeutique en elle-même. Des causes multifactorielles, c'est ce syndrome gériatrique qui est vraiment un syndrome gériatrique typique qu'on décrit partout dans tous les cours de gériatrie et avec la prise en compte de la diversité de tous les facteurs. Donc ça, ce sont les recommandations de la Haute Autorité de santé. On a sorti en avril 2009 sur l'évaluation et la prise en charge des personnes âgées qui font des chutes répétées. Et de la conclusion et dans les synthèses, voilà, ce qui ressort, c'est que l'éducation de la personne âgée et de ses aidants, je vous ai parlé d'altération des fonctions cognitives, est nécessaire à la mise en œuvre de cette prise en charge. Les chutes répétées, c'est un syndrome gériatrique. Alors, je me suis permis de voler une diapo d'un cours de capacité de gériatrie du professeur Bellemin. À mon avis, il ne faut pas qu'on puisse faire mieux que cette diapo pour montrer la complexité des chutes répétées avec tous les facteurs étiologiques qu'on peut lister. Alors, je ne vais peut-être pas tous vous les citer, mais vous avez vu les problèmes au niveau de l'appareil locomoteur, les maladies cognitives, les médicaments sédatifs, comme vous a traité le docteur Lafuente, les maladies neurologiques, la dénutrition, Elena vous en a parlé, l'hypotension orthostatique, les carences en vitamine D, ce qui est revenu beaucoup depuis ce matin, l'hypoglycémie, le mauvais éclairage. Il ne faut pas oublier la dépression. Elena vous a dit que c'était les thérapies cognitivo-comportementales aussi qui marchaient très bien dans la prise en charge. L'épidémiologie, vous l'avez tout en haut. Effectivement, ces chutes répétées provoquent la peur de chuter, qui vous avez vu est hyper fréquente, avec une réduction de la marche, une perte d'autonomie. Donc, ce qu'on va essayer de diminuer, donc avec des conséquences très très graves. Et ces interventions, au départ, elles sont plutôt multicomposantes en fonction des diverses éthologies, de la rééducation possible, de l'environnement, de la prévention secondaire, dont on nous a déjà parlé, et la prise en charge est donc effectivement au départ multifactorielle et complexe. Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique? Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant quand même très bien, mais je voulais revenir sur ces principes. C'est que le patient, c'est plus le médecin ou le soignant qui lui donne son savoir et qui lui dit voilà, maintenant vous avez ça, il faut faire comme ça. C'est quelqu'un qui va avoir des risques de chute répétés dans ce cadre-là, ou alors qui va avoir très peur de chuter, qui va avoir jusqu'à un syndrome post-chute. Et donc il faut que ce patient il puisse participer à sa prise en charge pour pouvoir adhérer
hein, et s'approprier la motivation de poursuivre cette prise en charge au long cours. Parce que c'est bien gentil si on traite le patient à l'hôpital, à la sortie de l'hôpital, on va le traiter pendant 1 mois, et puis finalement après il va chuter au bout de 6 mois à 1 an. Et on n'aura rien gagné avec ce patient si on n'arrive pas à lui faire approprier sa propre prise en charge. Ah, donc c'est un équilibre entre le soin et le contexte psychoaffectif du malade par rapport à sa maladie chronique. La chute n'est pas une maladie chronique, mais c'est tout un syndrome gériatrique avec plein de polypathologies associées. Et ça, on intègre donc les demandes du patient dans le cadre de sa maladie chronique et ici dans le cadre des chutes par rapport à ses besoins en soins. C'est-à-dire, nous, on a des choses très utopistes, vous avez vu, il y a des prises en charge, c'est très intéressant de proposer de l'autorééducation, de proposer de revoir les traitements médicamenteux, etc. Mais derrière, on a le souhait du patient et l'éducation thérapeutique va permettre d'intégrer le souhait du patient par rapport aux besoins en soins. Donc il y a de la littérature qui existe quand même, ça c'est bon, je n'ai pas recité la littérature au niveau de la Cochrane, il y a des choses qui ressortent au niveau multicomposant, sans détailler vraiment l'éducation thérapeutique, et ça c'est des interventions multicomposantes, c'est donc pour prévenir les chutes chez les personnes âgées avec une revue systématique de la littérature qui n'est pas dans la Cochrane, avec une méta-analyse et qui est sortie en 2014, donc qui est très récente. Et qui montre voilà, une revue de la littérature quand même importante, avec au départ identifié plus de 3500 papiers. À la fin, avec le screening, donc on a une éligibilité, etc., avec des exclusions, parce qu'on a pris des études randomisées avec une intervention contrôlée. Et à la fin, dans cette étude, 18 papiers. 18 papiers, ça fait quand même plus de 5000 personnes qui ont été vus dans ces papiers. Donc plus de 5000 patients chuteurs. Ce qui ressort, finalement, vous voyez, c'est pas extraordinaire parce que c'est en faveur d'expérimentation, il y a des petites choses. Ça reste à la fin très modeste. Alors je ne vais pas détailler l'étude, je vous ai montré qu'une des 2 diapos parce qu'il y a 2 pages de résultats de ce type-là. Vous voyez, et ce qu'on voit au total, cette revue systématique montre que les interventions multicomposantes ne sont pas forcément adaptées à une évaluation individuelle. Alors c'est une méta-analyse, c'est pas non plus une analyse complète prospective avec des patients, avec une grosse cohorte de patients chuteurs, mais par contre, on montre, et ça Elena l'a dit, ça ressort aussi dans les Cochrane, une réduction du nombre de personnes qui tombent et surtout une réduction des taux de chute en général. Une autre étude, et cette fois-ci, celle-là, elle est très intéressante, elle est faite par des Australiens, qui ont commencé à travailler et à publier dans les années 2008-2009 sur l'évaluation des effets de l'éducation justement chez le patient sur les chutes. C'est des patients qui sont en sortie d'hôpital. Donc c'est une étude randomisée, contrôlée. C'est donc c'est une grosse étude australienne, puisqu'ils ont publié beaucoup de papiers déjà. J'en ai retrouvé au moins 5 ou 6 de papiers. Donc avec le chef de file qui est Terry N. Et la première chose qu'ils ont publiée, c'est la méthodologie. Donc voilà la méthodologie qu'ils ont fait. C'est des patients qu'ils ont inclus d'une manière habituelle, randomisée, d'une manière très très bien faite au niveau méthodologie, et en 3 groupes. Un groupe patient usuel, un groupe, et alors c'est assez moderne parce qu'ils ont utilisé pour l'éducation des DVD, et puis derrière des albums qu'ils ont remis aux patients et le soin usuel, ou un 3e groupe avec en plus un professionnel formé à l'éducation thérapeutique, et ce professionnel c'est aussi un rééducateur. Elena vous a dit tout à l'heure, ce qui marche c'est qu'avec des ergothérapeutes, et c'est tout à fait un rééducateur, mais en plus formé à l'éducation thérapeutique. Et voilà, ils ont regardé, ils ont mesuré, l'idée c'était de faire des évaluations juste après, téléphonique, avec une autorééducation aussi qui peut se faire donc au domicile, et derrière des mesures qui sont faites à 6 mois. Alors c'est un tout petit peu petit, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça c'est dans les principes d'éducation thérapeutique. C'est juste cette diapo pour vous montrer que vraiment c'était les principes d'éducation thérapeutique qui étaient retenus avec la perception du risque de chute. Au départ, on fait un diagnostic éducation aussi par rapport au patient, ce qu'il ressent, ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter. Donc on intègre la perception de ces patients, et derrière on leur propose une intention de se traiter conforme par rapport à cette prise en charge des chutes, et on les fait participer à ces actions qui sont des actions de prévention primaire ou secondaire, ici secondaire, et on regarde derrière ces chutes. Il n'y a pas de résultat dans cette première étude. Les résultats, je vais vous les montrer maintenant. Donc en 2013, il y a une étude pilote qui a été publiée par le même groupe
à partir de cette méthodologie qu'ils ont décrite dans la première étude. Voilà, avec une éducation des patients à la sortie de l'hôpital, donc une étude randomisée. Vous n'arrivez pas à lire, je suis désolée, mais c'est un peu petit. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est dans les interrogatoires de ce que ressentent les patients, ce qu'ils ont trouvé. Je vais vous le lire. Donc, je pense que chez les personnes âgées, après une hospitalisation, ils vont faire plus de chutes. Donc, effectivement, après l'éducation, très significativement, les personnes pensent que ça va diminuer très significativement. Je pense que je vais faire moi-même des chutes dans les 6 mois qui vont venir. Après l'éducation, c'est très significatif aussi la diminution. Je pense que dans les 6 prochains mois, je vais avoir un problème vraiment très grave, alors une fracture, etc. Très significatif la différence offrée après l'éducation. Et je pense que je vais perdre de l'indépendance fonctionnelle dans les 6 mois qui vont suivre après mon retour au domicile. Et on voit qu'après un programme d'éducation, et ça c'est très intéressant parce que ce n'est pas des chiffres concrets, mais c'est la satisfaction des patients sur l'éducation. Juste une chose, parce que c'est vrai que c'est une tendance et c'est pas forcément très significatif. Et ce qu'on retrouve, ce qui ressort le plus dans cette étude pilote, mais il faudrait faire des études complémentaires et elles ne sont pas encore très sorties, mais elles sont en cours à mon avis, c'est le nombre de chutes pour 1000 personnes. Effectivement, vous voyez que dans le groupe contrôle, c'est un peu plus important, mais avec un P qui n'est pas très significatif par rapport au groupe intervention. En conclusion, et ça c'est un papier toujours de la même équipe qui était sorti en 2011, parce que comme ils avaient utilisé aussi DVD, etc., ils avaient retrouvé dans une autre étude qu'ils avaient publiée dans Arche interne médicale, donc de 2011, que l'éducation plutôt multimédia du patient, mais aussi en face à face et en individuel avec le rééducateur formé à l'éducation thérapeutique, réduit les chutes chez les patients dont la fonction cognitive est intacte. Justement, c'était ça qui ressortait dans cette étude. On n'a pas évalué le patient avec son aidant familial à l'admission à l'hôpital. Donc, les troubles cognitifs, effectivement, vous connaissez. La démence, c'est un dysfonctionnement global de ces fonctions avec une perte d'indépendance fonctionnelle, quid de l'éducation thérapeutique pour ces patients. Mais bien sûr qu'il faut prendre en compte l'aidant familial avec un renforcement des capacités par rapport à la prise en charge. C'est un couple complet qu'on ne peut pas dissocier, patient et aidant, avec une optimisation possible des thérapeutiques dont nous parlait Carmelo tout à l'heure. Il faut s'approprier le savoir et les compétences, mais on ne peut pas se passer de l'aidant familial, et particulièrement dans le cadre des troubles cognitifs. Pour conclure, je vous montrerai le programme du coup que nous on a essayé de mettre en place à travers toutes ces possibilités. Léna vous a parlé de la consultation qu'ils ont de l'hôpital de jour diagnostic pour les patients chuteurs potentiellement ou à risque de chute. Je crois que vous êtes aussi en train de monter un programme d'éducation thérapeutique. En tout cas, vous avez un hôpital de jour thérapeutique qui est créé. Et derrière cet hôpital de jour thérapeutique, c'est de proposer un programme que nous on appelait avec le petit cycle que vous voyez en bas à droite, corps, conscience et marche. Les objectifs, c'est favoriser les connaissances et les compétences. Je vais me répéter, mais enfin, c'est très important de la personne âgée et de son aidant. Sur les facteurs de risque de chute, dont vous avez pu en entendre parler quand même beaucoup depuis ce matin et leurs conséquences. Un soutien, une écoute psychologique à la personne pour réduire l'impact psychologique de la chute. Et ça, c'est souvent oublié dans les programmes des patients, dans les hôpitaux de jour thérapeutiques. Et ça, j'insiste vraiment parce que vous avez vu que c'était quand même multifactoriel et qu'on ne peut pas se passer d'une prise en charge psychologique. Et vous avez vu d'ailleurs que c'était les TCC qui marchaient le mieux aussi chez certains patients. Sensibiliser les patients à la mise en application de leurs connaissances dans leur vie quotidienne. Juste pour vous expliquer qu'on a utilisé une médiation par des outils médiateurs, qui est un jeu qui s'appelle 1001 bûches. On travaille avec un collègue qui s'appelle Stéphane Hansik, mais il travaille aussi à Créteil, je sais, avec le professeur Payot, avec un PowerPoint, présence de professionnels variés, donc un psychologue, un psychomotricien, un podologue, un médecin gériatre, avec une synthèse distribuée. Donc ça, je ne veux pas vous décrire l'éducation thérapeutique, mais aux participants, à chaque fin d'atelier, un programme de prévention de chute aussi, qui existe déjà sur les conseils de l'INPES 2006 aussi sur la nutrition. Les 5 ateliers, avant de conclure, connaître pour le premier atelier les bons conseils, éviter de chuter, rester debout. Le bon chaussage, vous avez entendu parler beaucoup du pied tout à l'heure pour une marche adaptée, avec bien sûr un spécialiste. La prise de conscience du corps, équilibre statique, équilibre après statique et dynamique pour l'atelier 4, et la connaissance du risque du domicile, de l'extérieur, synthèse du programme, pour permettre derrière une autorééducation et une prise en charge. Donc au total,
C'est très important de développer, vous avez compris depuis le début de la matinée, ces programmes, et en particulier des programmes d'éducation thérapeutique pour que la personne puisse intégrer cette prise en charge au long cours dans le cadre de ce syndrome gériatrique hyper important chez les personnes âgées. Et de prendre en compte, bien sûr, l'aidant familial, parce qu'on a affaire à des personnes âgées en perte d'indépendance fonctionnelle et avec des fonctions cognitives souvent modérément, mais parfois plus fortement altérées, et surtout d'adapter ces outils d'éducation thérapeutique aux personnes âgées. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour ce topo. Effectivement, c'est un domaine qui demande encore à être exploré, hein, puisqu'en fait, il y a peu de publications. Mais on voit bien que, par exemple, dans les programmes d'activité physique où ils associent à la fois des séances avec un superviseur, donc un kiné, et des séances d'auto-rééducation, l'auto-rééducation, c'est de l'éducation thérapeutique. Donc on voit bien que c'est un domaine qui demande à être validé, mais qui est très intéressant parce que ça a du sens. C'est-à-dire que la rééducation avec un kiné, c'est un certain temps. Il faut effectivement éduquer le patient et lui apprendre tous les risques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, moi je suis kinésithérapeute et en fait je voulais savoir s'il y avait eu des études sur l'incidence justement de la gymnastique douce chez les personnes âgées qui pourrait justement être un bon complément de toute cette éducation thérapeutique. Alors, gymnastique douce, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui ressort, et Elena vous l'a dit tout à l'heure, c'est le tai chi, mais dans certaines conditions. Si tu veux compléter, Elena aussi. Oui. Alors le tai chi et les autres techniques dérivées, c'est sur des populations de sujets âgés robustes avec un risque faible de chute. La gymnastique douce seule n'a pas prouvé son efficacité. En revanche, encore une fois, je l'ai vu associé à d'autres programmes qui étaient également centrés sur, encore une fois, le travail de la force, de l'équilibre et l'endurance, et éventuellement associé à de la gymnastique douce. Oui, bonjour, je voulais savoir si c'était un programme mis en place actuellement à Charlefoix et si vous aviez donc des bons retours par rapport aux personnes qui font ce programme. Je crois que c'est vous qui avez écrit aussi en partie un peu ce programme, non ? Oui, c'est vrai. Justement Madame Buisson qui a fait son mémoire de master justement sur ce programme l'année dernière. On n'a pas pu encore le mettre en place sur Charlefoix. On est en train de mettre en place les ateliers thérapeutiques sur l'hôpital de jour thérapeutique et on compte de le faire d'ici le mois de septembre et derrière monter justement peut-être aussi avec le docteur Gouronec et d'autres acteurs de Charlefoix. Et moi je compte vraiment aussi sur un psychologue parce que ça intéresse beaucoup les rééducateurs ce programme, c'est vrai, de monter un programme d'éducation thérapeutique pour les patients à fort risque de chute ou chuteurs. Ce programme, justement, qui me semble vraiment très intéressant. D'accord, merci. Le handicap, c'est très vaste et énorme. Ce qu'on retrouve beaucoup, c'est des gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral. Et il y a des programmes qui existent et qui sont développés. Il y a beaucoup de publications sur le stroke, sur l'accident vasculaire cérébral. Mais le handicap, en général, je ne sais pas exactement, je n'ai pas fait de recherche complète. Vous parlez d'éducation thérapeutique et je pense qu'effectivement, moi personnellement, je suis convaincu que c'est très bien. En pratique de ville, à qui les adresse-t-on ? Ça demande beaucoup de temps. En consultation, on n'a pas forcément le temps. Ça demande un suivi régulier. À qui on peut les adresser ? Alors, les patients qui ont suivi en éducation thérapeutique peuvent venir dire, ils ne sont pas obligatoirement suivis à Charlefoix. On a 4 programmes labellisés actuellement sur Charlefoix. Un programme avec les aidants familiaux dans la maladie d'Alzheimer, un programme sur les anticoagulants, un programme dans l'insuffisance cardiaque et un programme sur l'arrêt des benzodiazépines. Et les patients ne sont pas forcément suivis à Charlefoix. C'est les gens médecins généralistes, les gens du CLIC, c'est de la consultation qu'on envoie aux acteurs d'éducation thérapeutique. Dont on a des gens dans la salle, dans Sabine Bernard, qui est infirmière ici, qui participe d'une manière très très prenante à ces programmes. Et donc on envoie ces familles et ces patients, parce qu'on a des programmes labellisés pour le patient et l'aidant familial, de l'extérieur. Ils sont au domicile et ils viennent. Alors en fait c'est bien pour des patients externes, mais il existe peu de programmes aujourd'hui autorisés par la Haute Autorité de Santé. Et en fait sur les sites des ARS,
vous avez la liste des équipes qui font de l'éducation thérapeutique dans tous les domaines. Alors je sais que voilà, à Mondor, Elena Payot et à Chenevier, ils en font. Je sais qu'à l'hôpital Broca, il y a des programmes aussi qui se développent. Je sais qu'il y en a au centre de gériatrie de Bichat-Bretonneau. Voilà, alors c'est pas exhaustif, mais voilà, il faut savoir que c'est quelque chose qui commence et qui est en devenir. Pour répondre plus précisément à votre question, vous voyez, c'est un domaine en émergence. Donc vous avez raison, on ne sait pas encore quelle est la population cible la plus adéquate par domaine qui répondrait le mieux. Voilà. Alors la dernière question avant la pause, voilà. Merci. En fait, ma question rejoignait la question précédente et je me demandais justement comment intégrer ça au long cours dans la prise en charge des personnes, comment choisir les personnes âgées à qui qu'on adresserait en éducation thérapeutique et qui, parce que un bon nombre est suivi par le médecin traitant, comment il décèlerait qu'un patient, une personne âgée aurait besoin vraiment d'une éducation thérapeutique à un moment donné dans sa vie. Je crois que c'est une question très longue, mais peut-être comme c'est l'heure de la pause. 2 minutes, juste dire que toute personne âgée qui présente une maladie chronique peut bénéficier d'éducation thérapeutique, puisque le cœur de cible de l'éducation thérapeutique, c'est la prise en charge d'une maladie chronique. Après, il faut qu'il y ait un programme pas loin de cette personne et qu'on puisse lui permettre d'y accéder. Et après, ça peut être profitable à tout niveau. L'éducation thérapeutique, juste en 2 mots, c'est pas toujours un déroulé complet d'un programme. On fait un diagnostic éducatif propre. Quand vous adressez cette personne, on fait sur place, les professionnels, un diagnostic éducatif. Et là, on va cibler quels sont les ateliers spécifiques auxquels peut participer cette personne.